Le futur. Les futurs possibles. La prospective. Une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing? Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous. Prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing. Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Je suis ravie d'accueillir dans ce podcast deux experts de la mobilité. Un auteur de science-fiction qui va nous apporter un point de vue futuriste avec la publication de son avant-dernier livre, Walter Kurtz à l'étapier, Emmanuelle Brault. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Et j'accueille également notre experte en mobilité chez Kantar Insights. Elle est au cœur de toutes les études réalisées par Kantar sur le sujet. Chers auditeurs, chères auditrices, sachez que vos modes de déplacement n'ont presque aucun secret pour elle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. La mobilité est un vaste sujet, au cœur des ouvrages de la pop culture. Littérature, cinéma, BD, aucun média n'échappe à sa représentation ancrée dans notre mémoire collective. Souvenez-vous de la Porte des Étoiles dans 2001 l'Odyssée de l'espace. On peut citer également les voitures volantes de Blade Runner. La trottinette sur coussin d'air du film Retour vers le futur 2. La téléportation dans Star Trek. On marche, on court, on vole comme Superman ou Supergirl. La mobilité a inspiré nombreux d'auteurs de science-fiction et créé des scènes iconiques dans la pop culture. Beam me up, Scotty! Alors, Emmanuelle, vous venez d'écrire un livre de SF, comme je l'ai dit, Walter Kurtz à l'étapier, qui oppose marcheurs et conducteurs. Alors, ce qui m'a intriguée, c'est le découpage de ce livre, qui passe d'une conduite bras à la portière, tranquille. Tout à coup, il y a un crash, un coup d'arrêt, et le redémarrage en trombe pour finir à toute allure. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce futur où les voitures sont plus proches de la casse, où les marcheurs sont des hippies servant de cible et où l'on croise des sosies des frères Bogdanov? Oui, c'est vrai que tout se dégrade très vite dans ce roman. C'est une histoire qui met en scène ce que j'ai appelé les roues, c'est-à-dire une société qui vit autour de la voiture, qui roule toute la journée pour accumuler des points qu'ils vont dépenser dans les stations-service pour leurs besoins primaires, se nourrir, dormir, mais aussi pour leurs besoins secondaires. Il y a dans les stations-service des magasins dédiés à la consommation. Et face à cette société, sur les bas-côtés, des êtres qui sont un peu invisibilisés, qu'on ne comprend pas trop, qui sont ce que j'ai appelé les pieds, qui eux sont à pied, évidemment, et qui est une société assez traditionnelle autour de valeurs religieuses et autour de valeurs du passé. Et je voulais montrer que le progrès technologique a influencé les hommes, et en tout premier lieu les moyens de transport. Voilà. La science-fiction met en garde contre les dangers inhérents au progrès, et ces êtres donc, qui sont à pied contre ces êtres qui sont en voiture s'opposent parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes façons de voir, et c'est ce qui m'inspire dans les mobilités finalement, c'est que à chaque mobilité des valeurs. Donc après c'est l'œuf ou la poule, est-ce que ce sont nos valeurs qui créent nos mobilités ou est-ce que ce sont nos mobilités qui créent nos valeurs? Sans doute un peu des deux, et c'est ça qui est passionnant. Alors Isabelle, qu'est-ce que cela vous inspire, cette opposition entre marcheurs et conducteurs? Alors c'est vrai que pour moi qui étudie et analyse les comportements et les besoins de mobilité de ceux que l'on va appeler tour à tour les citoyens, les usagers ou les conducteurs, mais qui sont en gros nous tous, les habitants de cette planète, cette opposition entre les pieds et les roues m'a particulièrement interpellée. En effet, dans le contexte d'aujourd'hui, elle pose la question de ce à quoi nous aspirons, et je dirais que l'on aspire à être les deux, à la fois pieds, à la fois roues, en fonction du moment et du besoin, c'est-à-dire en fonction de la distance que j'ai à parcourir, de ce pourquoi je vais me déplacer. Si je suis dans le cadre d'un déplacement pour le travail ou les études, j'ai un impératif de temps qui s'impose à moi, m'amenant à chercher le mode de transport le plus efficace.
Mais si je me déplace pour les loisirs ou d'autres raisons qui sont moins impactées par le temps, c'est vrai que cet impératif de temps va être, entre guillemets, moins prioritaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec la pandémie que nous avons vécue récemment, la marche à pied a, entre guillemets, je dirais, repris du galon. Les Français marchent globalement beaucoup plus qu'avant, et c'est un changement d'habitude qui s'est installé de manière durable dans la vie des Français. On le voit clairement dans nos études, lorsque l'on compare la part de la marche à pied dans les déplacements du quotidien avant et après Covid, la marche a gagné plus de 20 points, là où d'autres modes ont finalement diminué, reculé ou gagné un peu moins de 10 points. Et du coup, je dirais que dans un contexte de crise climatique, environnementale, mais aussi de forte pression économique, d'inflation qui aujourd'hui impacte le pouvoir d'achat des Français, on tend vers un idéal, je dirais, de redevenir des pieds, pour garder la métaphore du livre d'Emmanuel. Mais le confort et l'efficacité que donne le progrès pour être des roues fait qu'on a du mal à s'en passer. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, 86% des ménages possèdent au moins une voiture. Nous avons clairement des roues pour nous déplacer. Alors, j'aimerais aussi peut-être juste faire une petite parenthèse sur ce que disait Emmanuel sur les stations essence dans votre livre, qui sont de véritables petites villes en fait pour ces sociétés de nouveaux nomades. J'ai trouvé cela assez intéressant parce que finalement on retrouve ici une idée qui se rapproche des concepts que l'on appelle aujourd'hui des mobility hubs, donc ces stations-service du futur sur lesquelles travaillent différents acteurs de la mobilité. Finalement c'est des stations qui seront à terme de véritables espaces serviciels, voire des hubs multimodaux, où les individus pourront accéder à de nombreux services de mobilité, des bornes de recharge, des parkings, des espaces de travail, ou encore des services de restauration ou autres. Alors on retrouve finalement cette petite idée de la ville dans la ville, autour de laquelle s'organise la vie des habitants. Du coup, au final, cette opposition entre roues et pieds nous ramène également à deux enjeux qui me paraissent fondamentaux aujourd'hui. Le premier, c'est la question de la cohabitation et de l'interconnexion des modes, des différents modes de mobilité, notamment dans l'espace urbain, avec le développement des nouvelles mobilités, qui sont finalement un mix de pieds et de roues, donc comment tout cela cohabite. Et la deuxième question clé, de mon point de vue, c'est la question de la fracture territoriale qui existe aujourd'hui entre les villes qui sont souvent extrêmement bien desservies en transport public et les zones rurales où la voiture est indispensable, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Là, je parle de la voiture individuelle notamment. Mais nous pourrons en reparler. Ouais, c'est très très intéressant de voir effectivement ces chiffres issus des études, le fait que la marche a gagné plus de 20 points. Alors, Emmanuel, ce qui m'interpelle dans la littérature, c'est à quel point la vitesse, le mouvement et le voyage sont au cœur en fait de la littérature d'anticipation. Alors, est-ce qu'il faut y voir un amour du mouvement, du goût de l'accélération, l'obsession du voyage-lumière, les fameux parsecs dont parlait Yann Solo dans La Guerre des Étoiles? On veut aller là où personne n'est jamais allé, donc la fameuse Final Frontier de Star Trek. Et donc Elon Musk et Jeff Bezos s'affrontent à coups d'avancées technologiques, l'Hyperloop, Tesla dans l'espace, le capitaine Kirk qui fait un vol spatial à plus de 90 ans. C'est quand même impressionnant et c'était un beau coup de publicité. Alors, qu'en pensez-vous? Ouais, c'est la base de la littérature de science-fiction, sous l'égide de Jules Verne, bien sûr, qui a fait des romans tels que 20 milieux sous les mers ou Le Tour du monde en 80 jours. Il faut savoir que le sous-marin n'existait pas à l'époque et que dans le Tour du monde en 80 jours, il y a des moyens de transport qui sont très 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 innovants, évidemment la montgolfière. Et la science-fiction, c'est ça en fait, à la base. C'est popularisé dans les années 1940, 50, 60, notamment aux États-Unis, Canada, Angleterre, et sous cette idéologie de vitesse, de progrès. Donc on est soit sur Terre, avec des moyens de transport ultra rapides. J'ai encore lu récemment un livre qui s'appelle Ravage, de René Barjavel, qui parle de moteur à quintessence sur les voitures. C'est très joli comme expression. Et en fait, ça consiste à faire fermenter et distiller l'eau de mer. Voilà. Et ça permet aux véhicules d'avancer très très vite. Évidemment, c'est de la science-fiction, je ne sais pas si c'est une réalité scientifique, mais c'est assez intéressant. Et puis la science-fiction, très très rapidement, évidemment, s'en va ailleurs, donc sur Mars notamment, avec les chroniques martiennes de Bradbury, de Ray Bradbury, qui sort en 1950 et qui raconte la conquête spatiale de Mars entre 2030 et 2057. Là, la science-fiction ne se veut pas réaliste, elle est dans un rêve de vitesse, de progrès, avec dès le début quand même, je l'ai relu le livre pour ce podcast, déjà une description des dangers inhérents dont nous parlions à l'instant. Alors je ne résiste pas au fait de vous lire le premier chapitre, parce que le premier chapitre raconte la première fusée qui contient les colons qui partent à la conquête de Mars et qui vont s'installer sur Mars. Et le chapitre se conclut ainsi: la fusée est commandée au climat, faisant régner un court moment
l'été sur le pays. Voilà, je trouvais ça un peu prémonitoire, c'est-à-dire que les fusées changeaient le climat le temps du décollage. Voilà. Et puis la science-fiction ensuite aborde d'autres sujets, elle va encore de plus en plus loin. Je pense au cycle Fondation avec Asimov. Et puis deux autres sortes de mobilité qui sont de l'ordre du fantasme, du rêve, on en a tous rêvé je crois. Il y a le voyage dans le temps, avec notamment H.G. Wells qui dès 1895 publie son roman La machine à explorer le temps. Alors ça c'est un roman assez hallucinant, puisque le héros s'en va en l'an 802-701, et il ne fait pas les choses à moitié, H.G. Wells, et il arrive dans un monde séparé en deux, entre des êtres qui habitent à la surface, un peu éthérés, un peu naïfs, un peu bébêtes, et puis des êtres très frustres, un peu brutaux, qui vivent dans les souterrains. Donc c'est un peu marxiste presque, c'est l'aboutissement de l'exploitation des masses, je suppose. Voilà, c'est un livre assez cruel. D'ailleurs, si je me souviens bien, les êtres souterrains mangent les êtres qui sont sur la Terre. Voilà. Et le voyage dans le temps, évidemment, je ne résiste pas au fait de vous citer Retour vers le futur, beaucoup plus proche de nous, où Marty McFly s'en va, notamment dans le premier opus, au temps où ses parents étaient jeunes en 1955. Voilà. Et à noter qu'il prend une voiture pour voyager dans le temps, la fameuse DeLorean, qui est devenue mythique depuis. Et je vous interromps, mais à la fin du premier film, Marty et Doc se retrouvent. Et Marty dit mais il n'y a pas de route suffisante pour atteindre les 88 miles à l'heure. Et Doc dit là où on va, il n'y a pas de route. Ouais, c'est vrai. Et après dans la deuxième, il y a des voitures volantes. Donc pardon, c'est pour cette interruption, mais l'exemple est tout à fait à propos et on passe à un autre type de mobilité, la fameuse voiture volante. Et d'ailleurs, dans le même passage, si je me souviens bien, il n'y a plus l'énergie atomique, tout à fait. C'est du compost. Tout à fait, c'est les bananes, c'est ce qu'ils trouvent dans la poubelle des McFly. Peut-être ce qui arrivera un jour. Voilà. Voilà, et puis dernier type de voyage, grand type de voyage dans la science-fiction qui est popularisé par la science-fiction, c'est évidemment la téléportation, dans lequel les hommes se transportent instantanément d'un endroit à l'autre. Alors là, je pense immédiatement au Monde du Non-A, qui est un roman qui est publié en 1945, un autre classique de la science-fiction, traduit par un Boris Vian enthousiaste en 1953, faut le noter. La littérature générale et la science-fiction ont beaucoup plus d'échanges qu'on le pense. Ce roman met en scène un héros qui finit par exploiter son second cerveau, avec lequel il arrivera à se téléporter. Les exemples de téléportation sont légion. Allez, citons-en un, entre autres, notamment, c'est Stargate, évidemment, cette fameuse porte qui permet de se rendre sur une planète à des millions de kilomètres de la Terre. Et Star Trek, bien sûr. Et petite anecdote, c'est parce que la série n'avait pas le budget de faire atterrir son vaisseau spatial, comme dans le film Planète Interdite, qui s'en inspirait plus ou moins, que la téléportation a été inventée pour faciliter les voyages et permettre aux équipes, aux away team d'atterrir sur la planète sans dommage. Donc voilà, petite anecdote sur le sujet. Sur ce sujet. Voilà, écoutez, en synthèse, je pourrais dire que la science-fiction trouve bien des manières originales, drôles, ou plus sombres de nous échapper, conformément à nos rêves, à nos fantasmes. C'est un moyen de rêver, et les constructeurs automobiles l'ont bien compris. Par exemple, quand on regarde leur publicité, ils ne vendent pas 4 roues et un moteur. On voit souvent quelqu'un qui est soit seul, soit avec sa femme, soit avec sa famille, dans les montagnes ou à côté de la mer, et qui s'échappe dans sa voiture tout souriant. Et c'est peut-être l'enseignement principal. Merci, c'est vraiment très enrichissant. Et je serais bien curieuse de savoir ce que pensent les constructeurs de cette idée d'utiliser l'eau de mer comme carburant. Ce serait intéressant parce que là, pour le coup, on n'en manque pas. Alors, Isabelle, que pensez-vous des projets d'Elon Musk et de Jeff Bezos qui ont l'air décidés à conquérir l'espace à eux deux ? Alors, c'est vrai que lorsque l'on travaille finalement à la création d'un objet de mobilité hyper rapide comme l'Hyperloop, qui permet de relier les grandes métropoles à plus de 1000 km/h finalement, ou lorsque l'on commence à ouvrir la possibilité aux habitants de notre planète de faire du tourisme spatial, on est finalement dans le projet de faire accéder le commun des mortels à des solutions qui n'étaient au départ justement que de la science-fiction, et vous avez cité beaucoup d'exemples. Rendre possible l'accès à l'espace alors qu'avant cela ne l'était que dans l'imaginaire, se déplacer en un temps record sans prendre l'avion, quelque part on ramène un peu la fiction dans la vraie vie grâce à l'innovation.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous avons besoin d'innovation et de l'investissement privé, c'est fondamental. Mais par rapport aux deux exemples que l'on vient de citer, j'ai envie de reprendre un peu cette idée que, attention, il n'y a pas de planète B. Et l'urgence aujourd'hui, c'est véritablement de travailler à des solutions de mobilité durable qui permettent aux citoyens de continuer à se déplacer sur notre planète finalement, en limitant leur impact environnemental et donc en trouvant des solutions qui vont être accessibles au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, lorsque l'on interroge les Français, ils sont 95% à partager le souhait d'adopter un style de vie plus durable, mais ils sont aussi 70% à nous dire que finalement un produit plus durable leur paraît souvent être un produit plus cher et que même s'ils aimeraient faire plus pour la planète et l'environnement, l'augmentation du coût de la vie les en empêche. Et c'est particulièrement vrai en matière de mobilité, où finalement l'adoption de pratiques plus durables ne peut pas être impulsée que par les citoyens, parce qu'il y a une dimension encore supplémentaire au-delà de la question du coût de la mobilité. En réalité, ils se sentent particulièrement impuissants car ils dépendent fortement des infrastructures et des solutions de mobilité qui vont être disponibles autour d'eux. Ils sont également contraints évidemment par l'augmentation du prix d'achat des véhicules ou des carburants. Alors, on a 59% des Français aujourd'hui qui pensent que le développement durable n'est pas de leur responsabilité, mais de celle des entreprises et des autorités publiques. Alors là, je fais le lien avec le besoin d'investissement dont je parlais à l'instant. En matière de mobilité, en effet, ce sont les pouvoirs publics qui peuvent créer des infrastructures nécessaires pour une mobilité plus verte, ou encore les employeurs, donc les entreprises, qui peuvent encourager le télétravail, des pratiques de mobilité plus durables comme la mobilité partagée, ou l'utilisation de mobilités alternatives comme le vélo. Et les nouvelles générations sont particulièrement sensibles à cela, avec une attente encore plus forte des entreprises et des pouvoirs publics pour montrer et guider le chemin. Isabelle, c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que ce sont les pouvoirs publics et les entreprises privées qui peuvent créer les infrastructures et solutions nécessaires pour une mobilité plus verte. Avez-vous des exemples qui l'illustrent ? Oui, tout à fait, Marina. J'en ai un qui me vient immédiatement à l'esprit. Kantar participe à Moving On, par exemple. Donc, Moving On, c'est le premier écosystème mondial de co-innovation qui fédère aujourd'hui plus de 250 grands acteurs de la mobilité durable. Ces acteurs sont publics, privés, collectifs et individuels. Et Moving On met en place des solutions concrètes et des innovations grâce notamment au Moving On Lab, qui est un think and do tank, et à ses communautés d'intérêt qui travaillent sur des sujets très variés tels que par exemple le MaaS, Mobility as a Service, les véhicules autonomes, etc. Donc là, ce sont vraiment des acteurs publics, privés qui se mettent ensemble pour réfléchir aux solutions de mobilité durable de demain. Alors j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Isabelle, sur le fait qu'on n'avait pas de planète B. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tous ces projets d'Elon Musk, de Jeff Bezos nous permettent de rêver à des possibilités de terraformer Mars, mais en fait non. Le temps qu'on le fasse, il se passera des générations. Kim Stanley Robinson l'avait décrit dans Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte. Enfin, je crois que c'est verte d'abord avant bleu. Mais voilà, il n'y a pas de planète B. C'est cette planète-là, notre Terre, dont il faut prendre soin. Et voilà. Et donc tous les chiffres que vous avez cités sont tirés des études Kantar Insight sur le développement durable, parce que on a à cœur de traiter ces sujets qui préoccupent non seulement les consommateurs qu'on interroge, mais également nos clients. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc, alors vous réalisez des études sur la mobilité depuis une vingtaine d'années, Isabelle. Donc notamment Mobility Futures et Parc Auto, qui font partie de ces études phares sur le sujet. Et ça vous permet d'avoir une vision holistique de la mobilité en France et à travers le monde, notamment dans les pays phares comme l'Allemagne, la Chine, les États-Unis. Alors, au cours de vos entretiens avec les consommateurs, les clients, les experts, tous ces acteurs-là, ils ont dû vous emmener là où personne n'est jamais allé, non ? Alors Marina, j'aime votre référence à Star Trek, définitivement je pense que vous êtes une fan, et effectivement cette notion d'aller explorer de nouveaux territoires, elle est vraiment intéressante car au final c'est là tout l'enjeu de la mobilité. Si les problématiques sont souvent globales, et quand je dis global, là je vais faire référence par exemple au problème de congestion dans les villes, à la question de l'impact environnemental bien entendu, ou encore à des questions d'accessibilité au transport en dehors des zones urbaines,
En réalité, les solutions, elles sont toujours locales et elles doivent être adaptées au territoire, parfois à une maille très fine, pour par exemple aller identifier la solution de mobilité, là où les solutions de mobilité, qui permettront aux habitants d'une zone rurale d'accéder aux services de la ville la plus proche ou tout simplement d'accéder à un emploi, de pouvoir aller travailler. Donc il s'agit bien pour les solutions de mobilité d'aller au-delà de ce qu'elles couvrent aujourd'hui géographiquement pour donner accès au plus grand nombre, avoir une maille plus fine ou encore proposer des solutions pour le fameux dernier kilomètre dont on parle tant. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, si 61% des Français déclarent avoir une station de transport en commun à proximité de son domicile, ils sont seulement 22% en zone rurale versus 88% en agglomération parisienne. Donc l'écart est vraiment énorme. Alors, attention, la voiture reste un symbole de liberté, de flexibilité, d'autonomie. Et à l'image des roues dans le livre d'Emmanuel, elle reste encore un objet aspirationnel et quelque part, j'ai envie de dire, un objet un peu magique pour les citoyens. Mais c'est vrai que la voiture individuelle, elle est aussi souvent indispensable, faute d'alternative. Et l'enjeu, ça va donc être de permettre à plus de Français d'avoir accès à des solutions de mobilité alternatives ou partagées dans les zones non desservies, à la fois pour des raisons environnementales et pour des raisons économiques de pouvoir d'achat. Alors on peut citer des exemples que vous connaissez tous. Le développement du covoiturage, non seulement pour les longues distances, mais aussi maintenant pour les trajets du quotidien, donc les trajets domicile-travail, est un bon exemple de comment les citoyens s'adaptent à cette réalité, contraintes environnementales et économiques, comme je l'ai dit, et comment également les acteurs privés et publics peuvent aider au développement de ces comportements, grâce à la mise en place d'applications, de plateformes, de voies dédiées au covoiturage par exemple, j'ai envie de dire d'espaces de rencontre où je vais aller rencontrer mon covoituré, ou encore les aides gouvernementales. Mais il y a encore une belle marge de progression. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, seuls 11% des Français ont eu recours au covoiturage de façon régulière ou occasionnelle. C'est incroyable Isabelle, ces 11% paraissent dérisoires et j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 10 ans. Par ailleurs, avez-vous en tête des exemples concrets de marques qui expérimentent et cernent les enjeux de mobilité actuels pour créer des alternatives ? Alors oui Marina, une autre alternative que je voudrais citer ici est celle de la communauté d'intérêt dédiée aux véhicules autonomes, créée par la Massif en 2019 au sein de l'écosystème Moving On dont je parlais tout à l'heure, et qui regroupe cette communauté d'intérêt un certain nombre d'acteurs avec la Massif. Des expérimentations de navettes autonomes ont été déployées dans 2 territoires, dans la Drôme et dans l'Indre, et une enquête a été réalisée par la communauté sur ces 2 territoires, permettant au final de mieux cerner les enjeux de mobilité des habitants, ainsi que les facteurs d'acceptabilité de ce service de transport, pour lequel au final 60% des répondants, des habitants, se disent prêts à l'utiliser. On voit là véritablement des solutions arriver pour couvrir ces territoires, où aujourd'hui finalement il n'y a pas d'alternative à la voiture personnelle. Mais c'est vrai qu'en science-fiction, pour rebondir ce que vous venez de dire Isabelle, la voiture autonome fait rêver. Et on la voit dans Minority Report lorsque Tom Cruise se déplace, on la voit dans Total Recall lorsque Schwarzenegger est sur Mars. Cette voiture autonome finalement c'est le fantasme, mais à chaque fois qu'il y a un accident, la presse en parle et il y a toujours une justification, mais voilà, il y a un sentiment de peur et pourtant en anticipation c'est perpétuellement présent. Ça me rappelle K2000 aussi, la voiture qui parlait, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Bah bien sûr, j'ai regardé la série, mais effectivement, très bon exemple. Et en France, ça a beaucoup marqué notre imaginaire a été marqué par K2000. Et j'ai un ami d'ailleurs, je ne sais pas s'il écoute ce podcast, mais qui avait acheté la même voiture avec l'éclairage devant. Et mais c'était un fan absolu. Nous allons maintenant changer de sujet parce que nous allons passer maintenant à la mobilité douce. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Alors que nous foncions toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, mais le Covid a apporté un coup d'arrêt. Tout à coup, les avions étaient bloqués au sol, le voyage s'est arrêté et nous nous sommes retrouvés confinés, enfermés chez nous. Nos déplacements, souvenez-vous, étaient limités à ces 1 km autour de chez nous lors du premier confinement. Un comble à notre époque où, par exemple, je suis allée à Tokyo en 12 heures en vol depuis Paris. Ne sommes-nous pas passés dans un monde post-apocalyptique, tel que vous le décrivez dans Walter Kurtz à l'étapier, où quelque chose, on ne sait pas quoi, a fait que le monde a changé et jeté les hommes sur la route. Alors, Emmanuel, pourquoi décrire un tel monde ? Et quelle a été votre source d'inspiration ?
Alors d'abord, je vais reprendre le propos d'Isabelle, qui parlait de la voiture comme quelque chose d'aspirationnel, de magique. C'est vrai que c'est l'idée de base finalement de Watercuts. La voiture, ça vous permet de vous échapper. Et qui n'a pas rêvé de s'échapper? Qui n'a pas rêvé de partir parce qu'il en avait marre, de prendre la voiture et puis de filer sur la route sans savoir vraiment où il allait, juste ne penser à rien, une forme de méditation. Voilà, j'en rêve, je crois, et je ne suis pas le seul, et j'ai voulu transformer cela en roman et aller jusqu'au bout de ma pensée. Voilà. Et puis ça reprend d'ailleurs ce que me disent pas mal d'amis, certains d'entre eux en tout cas me disent, moi j'aime bien prendre ma bagnole et m'en aller 1 ou 2 heures. Alors c'est pas très écologiquement correct de dire ça aujourd'hui, mais je connais encore plein d'amis qui font ça, qui roulent comme ça 1 ou 2 heures pour se détendre. Je pense qu'ils sont pas tout seuls. Hein. De voiture, comme le disait Isabelle, on aspire à autre chose, mais on a tous une voiture et on roule tous. Effectivement, la voiture, c'est quand même aspirationnel, donc oui, on en a tous. Ça reste. Ne culpabilisez pas. Et il y a ce côté de la voiture, le côté un peu cocon, donc je peux à la fois m'enfermer, me retrouver avec moi-même pendant le voyage, comme je peux rester connecté au monde extérieur, donc finalement, c'est un outil quelque part très intelligent et qui me permet de soit décider d'être seul, soit de rester connecté. Donc d'un point de vue, je dirais, expérience, qui est très important. Ouais. Et puis pour aller encore plus loin que ça, c'est le roman Crash dont je voulais parler parce que c'est un roman qui m'a beaucoup inspiré pour ce roman. Watercuts était à pied. C'est un roman de J.G. Ballard, qui est assez connu, qui a fait un peu de science-fiction au début, puis à la fin il était sur la littérature générale. Et ça a donné le film éponyme de Cronenberg en 1996. Et ça met en scène des personnages qui déifient leur voiture. La voiture devient le prolongement de leur corps. La tôle, c'est la chair, et la chair, c'est la tôle. Alors, et ça va jusqu'à la folie, c'est-à-dire qu'ils créent des accidents comme ils font l'amour, quelque part. Et donc, évidemment, on va jusqu'à la folie, mais j'ai voulu reproduire ce thème-là. La voiture, c'est un objet magique, mais qui peut aussi aller dans le mauvais sens. Et dernière chose, évidemment, Mad Max, qui m'a beaucoup inspiré. Quand on regarde Mad Max, finalement, ne subsiste que dans cette nouvelle civilisation que les voitures et les routes. Tout le reste, c'est bric et broc. Même les hommes sont devenus sauvages, les villes sont bric et broc, et donc vous avez des voitures avec d'énormes pots d'échappement, ça m'a beaucoup marqué, des sons de V8, de V6, et puis cette route, et puis le héros de Mad Max là, qui file sur la route, parfois sans penser à rien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a inspiré dans cette manière de décrire cette société des roues, qui est en fait une sorte d'idéal, comme ça, rouler en regardant l'horizon et en suivant la ligne d'horizon et ne penser plus à rien. Et il y a une vraie différence entre le premier et le deuxième Mad Max, parce que le premier, finalement, pourrait se passer dans un monde post-apocalyptique, mais qui vient de se produire, alors que le deuxième se passe clairement dans un monde, justement, sans foi nulle. Vous avez parlé de Crash, c'est sur le prolongement de la voiture comme prolongement des corps, et du coup ça me fait penser à Titane, le film qui a eu la Palme d'Or. Très très bien, oui, tout à fait. Et je l'ai vu. Ouais. Et je dois dire que je devais avoir le cœur bien accroché à certaines scènes de cet amour entre une femme et une voiture, et de cet enfant qui naît, mi-enfant, mi-voiture. Oui. Et le film est impressionnant par les limites qu'il ose franchir. Et tous les acteurs sont incroyables au niveau de la chair, de la tôle, de l'huile, de moteur. C'est un film, voilà. Et en fait, voilà, on peut parler de Crash et de Titane par ce corps. Et c'est aussi vraiment un film d'anticipation. Mais il faut avoir le cœur bien accroché. Je ne sais pas si tu l'as vu. Voilà. Il faut avoir le cœur bien accroché pour certaines scènes. Donc, Isabelle, alors ce nouveau monde post-Covid nous a forcé à adopter des nouveaux comportements de mobilité. Alors quels sont-ils ? Alors oui, il est clair que la pandémie a un impact important sur nos comportements de mobilité, mais aussi de façon plus générale sur nos modes de vie. Et tout est lié, comme le disait Emmanuel tout à l'heure. C'est tout un ensemble. Donc il a fallu ralentir, nous n'avons pas eu le choix, et cela a changé des comportements de façon durable, avec aussi une recherche de plus de sérénité, contact avec la nature, donc c'est tout un ensemble comme je le disais. Alors d'un point de vue mobilité, la crise sanitaire a favorisé les mobilités individuelles, donc individuelle ici vient s'opposer à partager ou collective. Donc en mobilité individuelle, on va parler de la marche, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi le vélo qui a très fortement augmenté, la trottinette ou encore la voiture aussi, puisque la voiture, effectivement, on retrouve le côté finalement là, cocon, protection du virus, et donc voilà, tous ces modes ont augmenté avec
avec la pandémie. Et elle a favorisé aussi, il y a eu un autre phénomène, le développement de la mobilité finalement autour du lieu de vie. C'est le télétravail notamment qui a favorisé ça. Pour vous donner une idée, 67% des Français nous disent que le temps dégagé par ce télétravail leur permet d'être plus mobiles pour des déplacements autour de chez eux. Donc là, on a véritablement un effet géographique, une mobilité finalement plus locale pour le quotidien, pour la mobilité du quotidien. Mais on a aussi un effet générationnel. Alors même si ce sont des changements d'habitude qui ont touché l'ensemble de la population, très clairement, il n'y a pas que les jeunes qui font du vélo, au contraire, toutes les générations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la génération, celle qu'on appelle la génération Z, est celle qui a les habitudes qui ont le plus changé, avec notamment l'augmentation en plus du vélo et des trottinettes, aussi du covoiturage, de l'usage des 2 roues, les motos, les scooters, plus que les autres générations. Et finalement, on peut véritablement dire que cette génération Z, c'est la première génération véritablement multimodale qui finalement ancre ses habitudes de mobilité dans un contexte et un environnement qui sont totalement différents du passé. Donc là, on sent qu'on est quelque part un peu au début alors je ne sais pas si on peut dire d'un nouveau monde, en tout cas d'une nouvelle ère. Et cette multimodalité, notamment en zone urbaine, va faire partie de notre nouvelle réalité. C'est en plus, comme vous le savez, une génération très connectée qui a l'habitude des applications et qui donc a complètement ce mindset pour changer et adapter ses comportements et passer d'un mode à l'autre sans aucune difficulté. Ouais, c'est très intéressant de voir que c'est générationnel et de voir que les jeunes générations finalement ont adopté des modes de mobilité douce plus rapidement que leurs aînés, bien que je dois dire que mon père, qui a plus de 80 ans, n'hésite pas à utiliser les nouveaux modes de mobilité pour se déplacer plus facilement. Alors qu'il a une voiture, et que voilà, mais ça dépend, je pense qu'il y a un entre-deux. Notamment le vélo, oui. Voilà, le vélo, moi je vois le nombre de gens qui utilisent le vélo, et maintenant c'est un véritable atout pour une société d'avoir un garage à vélo, et c'est même mis en avant, je le vois chez nous notamment, c'est mis en avant comme un avantage, voilà. Donc, alors un exemple me vient en tête, maintenant lorsque je pense à la mobilité douce et à la préservation de la nature, parce que par exemple, dans la science-fiction, le principe, c'est quand même d'aller toujours plus vite, de dépasser la vitesse de la lumière, parce que sans ça, on ne pourrait pas dépasser Mars. Ce serait assez compliqué, il nous faudrait des générations pour atteindre Alpha du Centaure, par exemple. Et donc, je pense là encore à Star Trek, vous allez me dire que c'est une marotte, mais en fait, il y a un exemple intéressant, parce que donc, la vitesse de distorsion de Star Trek permet d'atteindre des recoins reculés de l'espace. Leur espace est divisé en quadrants. Et en fait, on va plus loin grâce à la vitesse de distorsion. Et en fait, on assimile rarement la SF à la lenteur. Parce que la SF a ouvert le champ des possibles en permettant d'atteindre des coins reculés de l'espace. Or, dans un épisode de Star Trek, The Next Generation, qui date du début des années 90, donc on était vraiment en avance à l'époque dans cette série, et qui s'appelle Force of Nature, des scientifiques révèlent que la distorsion porte atteinte à l'espace. Et donc la Fédération des planètes qui contrôle, c'est leur mode de gouvernement, décide de limiter la vitesse des vaisseaux spatiaux pour le préserver. Et pour dépasser une certaine vitesse, il faut demander l'autorisation. Sinon, nous savons que les vaisseaux stellaires abîment la fabrique de l'espace. Donc en fait, ce scénario déjà est cohérent avec les valeurs écologiques et humanistes de Star Trek. Mais alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel, cette thématique ? Le thème de la lenteur, je reprends vos propos, vous avez tout à fait raison. Il faut noter que contrairement à ce que nous croyons, il y a toujours eu dans la science-fiction, à côté de l'éloge de la vitesse, du progrès, de l'optimisme, un retour à la nature, un retour aux traditions, voire à une certaine philosophie de la lenteur, de l'harmonie. Alors le plus frappant, l'exemple le plus frappant, c'est un exemple de fantasy, c'est le Seigneur des Anneaux, dont le style fantasy déjà en soi est un éloge du retour à certaines traditions. Je vous rappelle que c'est un style qui mélange un peu le fantastique, la magie et de très vieux mythes. Et le Seigneur des Anneaux est écrit en 1954, donc en même temps que tous ces romans dont on parlait, qui faisaient l'éloge de la vitesse, les Chroniques martiennes et autres. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est une quête qui se fait à pied. Pour détruire l'anneau, les personnages marchent. C'est peut-être pour ça que le roman est aussi long,
parce que c'est lent, quoi. Tout est lent, il y a obstacle par obstacle, les personnages ne sont pas téléportés, ils ne voyagent pas dans le temps, on est vraiment sur des moyens de transport moyenâgeux, et sur un certain éloge d'une certaine manière de vivre, d'une certaine harmonie. Et c'est assez intéressant, et toute la science-fiction est traversée par ce mythe, y compris dans les romans qui font l'éloge de la vitesse. Vous avez toujours à un moment donné un message écologique, un message humaniste, ou alors une mise en garde contre le progrès. Pour être un peu plus léger, j'ai regardé un peu ce que faisait la science-fiction avec les animaux, parce qu'elle fait preuve d'une inventivité extraordinaire, et les animaux, il n'y a rien de plus doux comme moyen de transport. Donc je pensais notamment à Dune, hein, où le héros Paul Atreides doit apprendre à chevaucher un ver de sable géant sur la planète Arrakis en guise d'initiation pour rentrer dans une tribu qui s'appelle les Fremen. Donc ça c'est assez fascinant. Et puis évidemment il y a Harry Potter qui chevauche toutes sortes d'animaux. Moi je pense à l'hippogriffe qui est mi-cheval, mi-oiseau. Voilà. Et puis même on va aller plus loin encore, c'est encore plus doux, c'est des objets du quotidien qui permettent de voyager. Donc c'est le balai, par exemple avec Harry Potter, donc qui reprend une très vieille tradition de la sorcière sur son balai. C'est Marty McFly avec la DeLorean, ou alors l'Overboard, ce que vous décriviez tout à l'heure, Marina. C'est le Distorseur dans le monde du Noah, qui est une sorte de machine qui est faite de briquets de broc, d'acier et autres, qui permet de se téléporter. Voilà. Donc la science-fiction est très en avance, autant sur l'éloge de la vitesse et du progrès, finalement, elle est en phase avec la société de l'époque, c'est-à-dire années 50, 60, les 30 glorieuses, la croissance économique, autant sur les valeurs traditionnelles, écologiques, humanistes, elle est très très en avance sur son époque, qui n'est pas du tout à l'époque, on ne pense pas trop à l'écologie, ou alors c'est extrêmement marginal. Isabelle, alors la pandémie a fait que nos comportements ont changé. Nous sommes prêts à aller moins loin, plus lentement. Alors, est-ce qu'un nouveau citoyen est né, doté cette fois d'une conscience environnementale et sociétale, qui le pousse à vivre une mobilité partagée à travers l'usage, le covoiturage, comme vous le disiez tout à l'heure, et quelle catégorie de consommateurs est concernée? Alors oui, bien entendu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, il y a une volonté claire des Français d'adapter leur comportement, je dirais, pour réduire leur impact environnemental. Ça n'est pas toujours facile, hein, comme je le disais tout à l'heure, du fait de contraintes ou de solutions de mobilité qui n'existent pas. Mais si on regarde par exemple l'usage de la voiture, ils sont 53% à nous dire aujourd'hui qu'ils souhaitent à l'avenir réduire leurs déplacements en voiture pour limiter leur empreinte carbone. Donc il y a une vraie volonté effectivement de, si je peux éviter finalement, ou si j'ai une autre alternative pour un trajet précis, peut-être ne pas forcément prendre ma voiture. Donc comme je le disais, la voiture reste effectivement un objet important, nécessaire, un peu magique, et en même temps l'idée c'est de pouvoir la faire vivre au sein d'autres solutions de mobilité. Et là effectivement on a parlé de covoiturage, donc voilà, d'autres types aussi de solutions basées sur la voiture, et si vous me le permettez, je ne peux pas m'empêcher à nouveau de faire la référence avec la métaphore qu'Emmanuel a utilisée dans son livre, puisque finalement dans le livre, on a finalement une aspiration initiale, hein, si j'ai bien interprété, qui est de devenir une roue, hein, puisque finalement les roues sont entre guillemets les mieux placés dans cette société, alors que les pieds sont un peu plus marginalisés, risquent même de se faire écraser à tout moment, donc il y a vraiment cette notion de guerre entre les pieds et les roues. Et finalement, cette pandémie que nous avons vécue et la crise climatique actuelle, c'est un peu comme un retournement de l'histoire, hein, finalement. C'est comme si les pieds, finalement, deviennent au final plus nobles que les roues, et l'aspiration à redevenir pied, finalement, voilà, si on voulait un petit peu faire le parallèle, on pourrait le faire comme ça. En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une société où la voiture, pour le coup, est stigmatisée dans sa perception d'engin pollueur, et doit, à terme, être électrique ou partagée. C'est un petit peu l'injonction qui se présente à nous pour la voiture de demain. Alors c'est vrai, et tout à coup, ça me fait penser au silence lors du premier confinement, lorsqu'on n'avait pas le droit de se déplacer, et qu'on avait le droit, par contre, de sortir et de marcher 1 kilomètre. Il y avait un silence dans les rues, et aussi, on entendait le chant des oiseaux, je crois que certaines personnes ont vu des renards entrer dans la ville, et on n'entendait plus rien. Et tout à coup, la pollution a disparu, mais très très rapidement. Donc effectivement, tout à coup, le silence est devenu noble, et tout à coup, le fait de se déplacer à pied, même dans ce petit rayon d'1 kilomètre, c'est ce que vous disiez, tout à coup, les comportements ont changé, et on était fiers
d'être pieds, on avait le sentiment d'avoir changé la société. Ça apparaît dans les romans post-apocalyptiques aussi, le silence. Cette notion de silence est très développée. Il y a eu la fin du monde, et là, c'est le silence. Et donc il y a quelque chose alors évidemment de flippant, parce que c'est la fin du monde, mais le silence est énormément développé dans Je suis une légende, par exemple, où la personne se retrouve à New York un peu toute seule. Voilà, et plein d'autres films. C'est une sorte un moment de quiétude avant, évidemment, les gros problèmes, puisque la fin du monde est arrivée. Mais on a eu tous le sentiment d'être une légende, justement, ou d'habiter un monde étrange, une ville étrange, désertée de ses voitures. On avait l'impression que les zombies allaient apparaître, mais non. Abordons maintenant la troisième thématique, c'est-à-dire comment faire cohabiter piétons et voitures. Alors Emmanuel, dans votre livre, Walter Kurtz était à pied. L'opposition entre conducteurs et piétons est violente, sanglante, voire barbare. Pour illustrer mon propos, voici un extrait lu par Babette Buissy. Une Buick Skylark 1967 blanc moucheté arrivait à une vitesse de 1200 km/h par jour sur la voie de droite. Elle passait avant la jeune femme, qui entamait la dernière partie de sa traversée, sans aucune conscience du danger. Elle avait une chance insensée, pensais-je, alors que, à ma grande surprise, la Buick fit un écart vers sa gauche, un léger coup de volant qui décida du sort de la jeune femme, percutée à pleine vitesse sur la ligne pointillée blanche séparant la voie de droite de la voie de gauche. La particularité de cette Buick était son pare-choc, qui formait un W se transformant en lame de rasoir à cette vitesse. Le choc se produisit juste au-dessus de sa hanche. Le corps de la pauvre enfant fut tranché net en deux parties distinctes. Son buste fit le saut d'ange au-dessus de la voie de droite et roula sur la bande d'arrêt d'urgence à quelques mètres du champ aveugle. Ses entrailles éclaboussèrent la chaussée d'une pluie disparate rouge pâle, tandis que ses jambes passèrent sous les roues de la Buick dans une étreinte morbide. La foule ne se calma pas, bien au contraire. Je me trouvais au cœur d'une symphonie barbare de chair et de sang. Il ne se retenait plus. Le champ aveugle devint un lieu d'aisance, dans lequel l'horreur était la règle. Nous venons d'écouter un extrait de Walter Kurtz était à pied, représentatif de la violence de cet affrontement piéton-voiture. D'où vous êtes venue cette représentation de la violence et de l'opposition entre piétons et conducteurs? Il y a du vécu là-dedans? Non, pas trop, j'espère pas. Oui, c'est vrai que la personne écrasée est fondue dans la route, elle rejoint la route, il y a presque quelque chose de mystique et d'assez violent. Ce qui m'intéressait, c'était d'opposer, à travers l'opposition piéton-conducteur, opposer l'homme progrès, protégé par son habitacle et sa bonne conscience, et l'homme tradition qui est à pied et qui est protégé par ses traditions et sa religion. Alors je retiens ce qu'a dit Isabelle, c'est intéressant parce qu'on est tous traversés par ces deux tendances. Donc ça peut être deux sociétés opposées, mais ça peut être aussi nous-mêmes séparés en deux tendances. Voilà, je trouve ça pas mal comme interprétation, on ne l'avait jamais sorti, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ces deux créatures qui sont en tout cas difficilement réconciliables, moi ce que je note, c'est que l'homme moderne revient quelque peu en arrière. Alors Isabelle a donné des chiffres, je vois que 63% des gens veulent ralentir l'utilisation de véhicules, et il y a plus 20 points au niveau de la marche. Et ça se voit dans la ville, c'est-à-dire que le vélo, la marche, se réapproprie l'espace. L'espace, même physiquement parlant, gagne sur l'espace consacré à la voiture. Et c'est intéressant, et je vais citer un autre roman qui est Demain les chiens, un roman de Clifford C. Mack, qui est sorti en 1952. Tout ça, c'est la même, vous voyez, c'est la même période. Tous ces romans, ça fonde un peu la science-fiction moderne. Et c'est un truc très intéressant, et ça peut permettre de réconcilier deux formes de société qui sont a priori réconciliables. C'est un roman, je ne vais pas vous le raconter, ça raconte la prise de pouvoir par les chiens sur les hommes. Et donc c'est raconté par nos lointains successeurs canins qui racontent comment ils ont pris le pouvoir. Mais je ne rentre pas dans le détail, mais au tout début du roman, il y a une nouvelle mobilité qui est inventée, qui est un hélicoptère,
individuel, chacun peut avoir son hélicoptère, et qui peut joindre à tout moment un endroit sur la Terre en quelques minutes. Et paradoxalement, ça provoque l'abandon des villes. Paradoxalement, les hommes vont s'isoler, ils vont aller dans les maisons de campagne, parce que très facilement ils peuvent joindre de toute façon leurs voisins ou aller à l'autre bout de la Terre. Et paradoxalement, ça permet un retour à l'immobilité, un retour à une certaine lenteur. Et c'est peut-être là où on tient quelque chose, une clé en tout cas, c'est de dire voilà, on veut essayer d'aller de plus en plus vite, mais non pas pour continuer la course folle, mais plutôt pour ralentir. Je vais à la montagne, je vais à la campagne, je vais en ville, et je ralentis. Et j'utilise des moyens de transport qui vont très vite, mais c'est pour ralentir, c'est pour être en harmonie avec mon environnement. Parfait, donc merci beaucoup et merci pour ce reminder de Demain les chiens. Je dois dire que je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, donc il faut que je le relise. Alors Isabelle, dans les études sur la mobilité, l'opposition piéton-conducteur n'existe pas sur le même plan. Est-ce que vous pouvez partager des exemples de cohabitation réussie à travers de récentes études ? Alors, effectivement, j'ai envie de commencer par dire que, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on aspire sans doute à être à la fois pied et roue, et au final, on est tour à tour, dans la vraie vie, piéton, conducteur, passager, usager de services de mobilité partagée, et on le sera sans doute de plus en plus avec le développement de la multimodalité, notamment dans les villes, dans les grandes villes. Et donc finalement cet enjeu de cohabitation dont vous parlez entre, du coup l'opposition, je dirais, piéton-conducteur, c'est plutôt, quand on parle de mobilité, un contexte de cohabitation des différents modes, notamment quand on parle de l'espace urbain. Et Emmanuel disait à juste titre effectivement qu'on voit bien les espaces dédiés à la voiture versus les autres modes, les piétons, etc., changer et bouger dans le temps. Et on voit que finalement cette cohabitation, elle n'est pas forcément évidente, et c'est un enjeu pour l'organisation des villes, de la mobilité, de l'espace. Et le vote des Parisiens il y a 2 semaines concernant les trottinettes partagées sont un bon exemple, en fait montre cette difficulté de cohabiter en sécurité des différents modes, et du coup ça ne fait pas toujours l'unanimité. Alors c'est un sujet complexe et je crois que dans tous les cas la réflexion doit être celle de l'écosystème. Je parlais tout à l'heure effectivement d'acteurs de la mobilité qui ensemble essayent de réfléchir aux solutions de demain, et c'est vrai que cette notion d'écosystème, je trouve qu'elle s'applique aussi aux solutions de mobilité. Et finalement, au centre de cet écosystème, pour moi, il y aura toujours la voiture. En tout cas, pour l'instant, on n'a encore rien inventé, je dirais, de mieux en termes de maillage, de flexibilité, de liberté. Je me permets, oui, Isabelle, la voiture dans la science-fiction, de toute façon, elle est toujours là, en fait. Exactement. Quel que soit le roman, elle vole, elle utilise plein de carburants différents, elle parle, on le disait tout à l'heure, elle est intelligente, elle est mauvaise, elle est gentille, bref, mais ça reste la voiture. Elle est amphibie. Elle est amphibie, exact, mais ça reste un thème universel. Voilà. Exactement. Et du coup, dans la mobilité du quotidien, c'est la même chose finalement. La voiture reste au centre de cet écosystème. Et du coup, de mon point de vue, l'enjeu, ça va être vraiment véritablement d'aller développer les offres là où il y a des manques finalement. C'est-à-dire que pas forcément multiplier les offres au même endroit où on voit qu'une cohabitation n'est pas toujours évidente, alors il faut un bon maillage, mais la priorité c'est vraiment d'aller là où il y a des manques, en se basant sur l'analyse des besoins des citoyens, sur les infrastructures disponibles, et effectivement cela suppose aussi d'adapter les solutions et les infrastructures en fonction de cela. Et là on sait que c'est quelque chose de complexe, il y a d'énormes différences d'investissement et de planification entre les différents modes de mobilité. Pour vous donner un exemple, restructurer ou lancer un réseau de lignes de transport en commun se fait probablement à l'échelle d'une décennie, alors que la mise à disposition d'un système de covoiturage, d'autopartage ou une flotte de micromobilité va se faire en quelques mois. Donc il y a vraiment derrière toute cette question de cohabitation, effectivement, la question de la planification. Et c'est une tâche complexe qui aujourd'hui fait partie de la feuille de route des acteurs de la mobilité, très clairement. Ouais. C'est fascinant de voir cette multimodalité dont vous parlez depuis le début de ce podcast, et de voir comment faire cohabiter tous ces acteurs de la mobilité. C'est fascinant, et c'est fascinant aussi parce que ça fait une 20aine d'années que vous êtes dans le monde des études, et de voir comment cette multimodalité a évolué au fil des ans. Ça doit être, vous devez être une encyclopédie vivante de la mobilité. Alors maintenant, abordons le voyage immobile.
parce que maintenant nous sommes entrés dans une nouvelle ère où nous aimerions avoir changé de réalité. Donc parlons de métaverse et de réalité virtuelle. Car la pandémie, nous sommes en l'an 3, nous a fait entrer dans un nouveau monde. Quelles sont les options proposées par la littérature ou par la technologie, Emmanuel? Alors, on en parlait juste avant le podcast, la visioconférence est en train d'exploser, la monnaie réelle devient la monnaie virtuelle, voire de la crypto-monnaie, et on parle énormément en ce moment de métaverse. Et je voulais absolument en parler parce que c'est une manière de voyager, le métaverse. On va sur la montagne, on va à la mer, on combat des créatures diverses et variées, mais avec un casque et assis sur le canapé. Alors c'est un terme que, pour préparer ce podcast, j'ai découvert ça d'ailleurs, qui a été inventé par un auteur de science-fiction qui s'appelle Neal Stephenson. Il a fait pas mal d'ouvrages assez connus. L'ouvrage là dans lequel il invente ce terme, c'est Snow Effect, et c'est un bel exemple d'influence de la science-fiction dans la réalité, si tant est qu'on peut parler de réalité avec le métaverse, qui va faire des émules, à n'en pas douter. Alors comme toute invention, il y a des excès, il y a des arnaques, il y a des bides, mais c'est quelque chose qui émergera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est quelque chose qui fera des émules. Alors on crée des mondes, on voyage en pensant, on rencontre virtuellement d'autres avatars, et les nouvelles technologies y aident mieux que bien, pour le meilleur ou pour le pire. Alors en science-fiction, le dernier exemple en date, pour moi, c'est Ready Player One, l'avant-dernier film de Steven Spielberg. C'est un film dans lequel les êtres humains sont un peu plongés dans la misère, ils vivent dans des baraquements, et donc toute la journée ils vivent dans ce qu'on appelle l'oasis, qui est une sorte de métaverse très très complet, où ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. C'est assez effrayant comme film quelque part, c'est amusant, c'est très distrayant, mais c'est assez effrayant parce que vous avez des scènes où les gens sont dans l'oasis, immobiles comme ça, dans la rue, dans les bureaux, et ils ne font plus que ça. Donc c'est assez flippant aussi de ce point de vue-là. Voilà, donc est-ce que c'est ça l'avenir? Je ne sais pas, mais on ne peut pas penser aux mobilités sans penser au voyage mobile, au voyage assis, parce que il ne faut pas penser qu'à la voiture, mais je ne sais pas, là je parlais du métaverse, mais il y a les jeux vidéo par exemple, qui proposent des univers de plus en plus virtuels. Il y a le poids de l'image aussi, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus d'heures devant leur écran, quel qu'il soit, et donc ça, on ne peut pas penser la mobilité sans penser à ce voyage immobile, à ce voyage assis dans le canapé. Il y a quelque chose de poétique et de fascinant et d'effrayant en fait à ça. Oui. Parce que oui. le côté poétique, c'est le voyage immobile, mais le côté effrayant, c'est de se dire mon Dieu, mais je n'ai pas été à cet endroit et maintenant c'est trop tard parce que ça va me coûter trop cher, le prix du carburant d'un avion a augmenté, a fait exploser les prix, il n'y a plus de moyens en fait, hormis si on faisait comme pas nos ancêtres, mais je connais des gens qui par exemple il y a une 40aine d'années ont pris leur voiture, sont partis de Paris et sont partis visiter le Moyen-Orient. Et ils ont été jusqu'en Iran en voiture. À l'époque, on prenait 6 semaines de congé et on allait explorer le monde. Il y a toujours des gens qui le font, mais est-ce que maintenant on est prêt à sortir de notre mode de confort? Parce que l'avion nous a rapprochés à l'époque du Concorde. On était tout proche de New York. Et puis tout à coup, suite à l'accident, c'est pas pour rien que le Concorde a été arrêté, mais tout à coup on s'est retrouvé bloqué et on n'était plus aussi proche de New York. On ne peut plus aller maintenant aussi facilement ailleurs. Donc ce voyage immobile, il fascine, et en même temps, quand on se voit face à un écran, ça fait peur. Parce qu'on se dit, mon Dieu, je suis bloqué, et c'est un paradis artificiel. Oui, ça peut être même un formidable échec, quelque part, de se réfugier dans la réalité virtuelle. Un échec parce qu'on n'arrive plus à rencontrer l'autre. Enfin, ça peut être vu comme ça. Après, il y a d'autres aspects qui sont très intéressants, bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est très ambivalent. Alors Isabelle, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que le métavers ou la réalité virtuelle entre le champ de vos études Kantar? Alors oui, en effet, c'est vrai que chez Kantar, on s'est assez vite emparé du sujet du métaverse, notamment dans l'univers du luxe, avec une étude que nous avons réalisée dès août 2021, donc soit 2-3 mois avant le gros boom, et puis plus récemment en novembre 2022 également, une étude exclusive réalisée avec Altian sur les VIP Affluent, avec un volet dédié au Web 3. Mais j'ai envie de... Là, c'est vraiment de
plus l'aspect utilisation du métaverse, effectivement, aussi pour nos clients, comment ils vont pouvoir l'utiliser, et notamment si on pense à l'univers automobile, c'est un axe de développement qui peut être très intéressant pour notamment proposer des expériences virtuelles, réaliser des événements, promouvoir des solutions de mobilité à travers le métaverse, ou voire même, ça peut même être un axe intéressant à explorer pour ensuite engager certaines cibles, quand ce sera quelque chose d'un peu plus largement utilisé. Après, c'est vrai que moi, personnellement, quand je pense à la mobilité et quand je vois ce qui s'est passé avec la pandémie, je pencherais plutôt pour la deuxième option dont vous parliez, Emmanuel, qui était plutôt de voir le métaverse comme finalement juste une partie de notre vie, et j'espère au fond de moi qu'il ne va pas se développer plus que ça pour intervenir sur notre vie réelle, c'est-à-dire dans le sens où notre mobilité, elle doit rester réelle, les gens ont besoin de bouger, de se connecter à la vie. Le Covid a montré à quel point il était important pour nous de garder cette connexion à l'autre, connexion à l'environnement, à la nature, et du coup, effectivement, je ne crois pas à un futur totalement virtuel. En tout cas, je ne l'espère pas. Voilà, je ne l'espère pas, notamment dans le contexte d'aujourd'hui, où on voit à quel point, parmi nous, les jeunes générations, on a un impact aussi de tout ce qui s'est passé sur la santé mentale des jeunes, sans rentrer dans des clichés, c'est une réalité. Et du coup, donc cette question de métaverse, comme vous le disiez, elle est à la fois fascinante, elle ouvre des nouvelles possibilités, d'un point de vue marketing, engagement de cible, etc. Quand on va penser de ce point de vue-là, faire découvrir des nouveaux pays, des nouvelles expériences. Mais j'espère qu'elle ne sera qu'une petite partie et que l'on va continuer à bouger, à voyager, à découvrir, même si c'est un peu plus au ralenti, je dirais, que ce que l'on a fait par le passé. Oui. Après tout, on pourrait explorer le monde à pied. On pourrait je pourrais demain ouvrir ma porte, partir, mettre mon sac à dos sur le dos et aller explorer le monde. J'ai pas besoin de voiture. Bon, je mettrai plusieurs années, vous me verriez dans 20 ans. Ça me fait penser au roman, alors là on sort de la science-fiction, au roman de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Tout à fait. Où il traverse la France à pied. Oui. Il décide de traverser d'une seule traite la France en essayant de trouver des petits chemins, sans passer par les routes. Oui. Il a d'ailleurs énormément de mal, parce que la France est quand même très urbanisée. Voilà. Et il y a un film qui vient de sortir d'ailleurs, une adaptation du roman. Tout à fait, mais c'est une de mes aspirations, de pouvoir découvrir, de prendre le temps. Parce que lorsqu'on passe en voiture dans beaucoup d'endroits, on se dit, je me dis systématiquement, j'aimerais visiter ce château, cet endroit, me balader, me baigner dans tel crique, mais je ne le fais jamais. Parce que la voiture m'emmène d'un point A à un point B et je ne prends jamais le temps de m'arrêter. Donc tout à fait, prendre le temps, prendre son bâton de pèlerin finalement, faire comme les pèlerins qui allaient à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge, après tout, ce serait faisable. Et Saint-Jacques revient très très à la mode. Plein de gens font le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle sans forcément être des grands religieux. Ah oui, tout à fait. Juste pour le plaisir de marcher et de rencontrer d'autres marcheurs. Alors maintenant, une question pour tous les deux, pour ouvrir le champ des possibles. Alors, soyez créatifs dans vos réponses. Quel serait le scénario de la prochaine mobilité disruptive? Allez-y, lancez-vous. Alors moi j'ai deux pistes, j'ai réfléchi à deux pistes que je trouvais intéressantes. D'abord le thème de l'homme augmenté ou l'homme aidé. Je ne sais pas trop comment on en parle, mais dans la science-fiction, si vous voulez, vous avez toute une série d'appareils qui aident l'homme à se déplacer. Donc par exemple, il y a un gilet qui permet de voler dans les chroniques martiennes. Et dans la réalité, vous avez l'exosquelette qui est en train d'émerger, qui a beaucoup émergé dans les usines, notamment là où il y a beaucoup de travail à la chaîne, les usines automobiles, ou alors des bras aussi, qui aident les travailleurs à porter des charges lourdes. On pense aussi à Robocop, évidemment, dans la science-fiction. Et au Mandalorien. Je ne sais pas si vous connaissez la série, mais avec Fabrice qui est à la technique aujourd'hui, nous sommes fans de cette série, et les personnages portent des armures qui leur permettent de voler. Donc ça rejoint tout à fait cette thématique d'exosquelette et d'armure qui permet de se déplacer très rapidement. Donc, oui, c'est intéressant, oui, tout à fait. Et ça me fait penser à un dernier film, tiens, on parle de l'actualité, John Wick, j'ai vu le 4 là, qui est un bon film d'action, et ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont des costumes qui les protègent des balles. Donc en fait, vous les voyez, c'est comme des chorégraphies, ils se protègent derrière leur veste au moment où les autres tirent, et puis évidemment la balle échoue sur le costume, et comme ça ils évitent les balles. Bon, comme Belmondo que OSS 117 parodie, où il se protège des balles en se cachant derrière sa main.
C'est plutôt drôle. Bon, assez réaliste, mais c'est quand même plutôt drôle. Et je me suis demandé si l'industrie textile prenait à bras-le-corps ce thème des mobilités, ça pourrait être intéressant. Donc, par exemple, je sais pas moi, des chaussures motorisées qui prendraient le relais des trottinettes, qui nous permettraient de nous déplacer à 15 ou 20 à l'heure, quelques centimètres au-dessus du sol. Voilà, ou alors un costume cravate qui vous permettrait, je sais pas, de vous porter, ou de vous aider d'ailleurs à porter les courses, pourquoi pas. Hein. Est-ce que cette histoire de chaussures motorisées, on ne l'a pas dans Retour vers le futur, où les baskets, il y a des petits trous qui apparaissent sous les baskets. J'ai cette image en tête. Je suis persuadée qu'il y a un film de science-fiction qu'il a utilisé. Parce que la chaussure, elle se noue toute seule dans Retour vers le futur, et j'ai pas souvenir qu'elle l'aide à... mais peut-être que je... Oui, il faut à vérifier, mais on garde cet exemple. En tout cas, dans la science-fiction, c'est un thème qui revient très souvent. Déjà vu. Alors, ceci dit, des petites baskets pour enfants avec des petites roulettes. Oui, c'est vrai. Voilà, on en a déjà vu. C'est un gros succès, ça. C'est rigolo. Et puis alors, je voulais creuser aussi une autre hypothèse que je trouve très intéressante. Alors, j'ai mis en lien deux informations qui sont très différentes. Pour essayer de trouver quelque chose d'un peu innovant. D'abord, c'est ces courses bon enfant de caisse à savon. Donc c'est tout bête, hein, c'est des courses de voitures un peu fait carton-pâte qui sont faites de briques et de broc et dont le succès ne se dément pas. C'est un boom de je fais tout par moi-même, et puis aussi on est dans l'amusement. Ça, c'est une première information. Et la deuxième information, c'est l'impression 3D, qui est elle beaucoup plus sérieuse. C'est qu'avec l'impression 3D aujourd'hui, on imprime tous les matériaux, hein, y compris les métaux. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer une maison avec l'impression 3D. Donc je me suis demandé si demain, ou plutôt après-demain, sonnera pas l'heure de la voiture individuelle, mais vraiment individuelle. J'imagine d'abord quelques startups qui vont pouvoir imprimer leur voiture, sans avoir besoin de l'énorme outil industriel nécessaire pour produire des voitures. Et puis après, à terme, pourquoi pas un particulier qui achèterait une imprimante 3D, qui la dessinerait peut-être avec un copain dessinateur, en rouge fluo, et puis ça aurait la forme d'un oiseau, d'un œuf ou de je ne sais quoi, et qui imprimerait avec amour sa voiture dans son garage, avec son imprimante 3D, qui verrait l'accouchement, là, la main sur la tôle, et il verrait cette voiture, et les routes deviendraient des sortes de galeries d'exposition, où chacun aurait sa voiture, avec ses caractéristiques. Voilà, ça fait un peu rêver, en tout cas moi ça m'a fait rêver, et ça pourrait être intéressant. Et ben en tout cas, merci pour votre imagination. Alors maintenant, Isabelle. Oui, alors j'ai envie de dire, effectivement, je ne vais pas avoir les mêmes talents de créativité qu'Emmanuel, et on reconnaît bien là l'auteur de science-fiction. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, on a tous rêvé petit d'objets volants. Hein. On parlait, voilà, quand j'étais petite, je me souviens qu'on disait que la voiture de l'an 2000 serait une voiture volante. Hein. Donc il y avait tout le contexte de Retour vers le futur, etc. Mais c'est vrai qu'on a tous un petit peu ça à l'esprit. Et des concepts divers ont été et continuent d'être développés aujourd'hui. Hein. Il y a quelques mois, je voyais par exemple la présentation par Cadillac aux États-Unis d'un drone à taille humaine. Donc on invente à chaque fois des machines volantes différentes dans lequel l'homme va pouvoir se déplacer. Mais c'est vrai que, bon voilà, on va dire que moi je suis peut-être un peu plus terre-à-terre ou un peu trop terre-à-terre, je ne sais pas, mais je crois que la fin en soi et l'avenir de la mobilité, ça va être vraiment de revenir à des solutions concrètes du quotidien qui soient finalement faciles d'accès et d'utilisation, et bien entendu qui ont le moins d'impact possible sur notre environnement. C'est devenu un impératif. Alors est-ce que ça veut dire moins voyager, comme on en a parlé tout à l'heure, moins se déplacer, ralentir, peut-être. À mon avis, il y a certainement un vrai champ d'investigation sur la question de l'énergie autoproduite, et l'exemple d'Emmanuel de ce point de vue-là sur la partie textile où l'homme augmenté est vraiment une piste intéressante. Mais finalement, je me dis aujourd'hui, est-ce que la vraie disruption dans le contexte où on est aujourd'hui, ce ne serait pas d'arriver à offrir aux générations futures la possibilité justement de continuer à découvrir ce monde, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, avec un minimum d'impact et un maximum de préservation de notre environnement. Alors bien entendu, c'est une grande phrase et c'est entre guillemets facile à dire. L'enjeu derrière, c'est l'enjeu de créer, d'innover, d'inventer. Et nous sommes riches d'innovateurs et de créateurs en France et dans le monde, mais je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est assurer aux générations futures la possibilité de continuer à se déplacer et à découvrir ce beau monde dans lequel nous vivons.
Mais j'aime beaucoup votre réalisme, Isabelle, dans le désir de mobilité. Il faut avoir les pieds sur terre aussi, c'est le cas de le dire. Hein. Le fait que nous vivons dans un nouveau monde, avec une mobilité différente qui a évolué, parce que vous m'aviez parlé, lors de la préparation de ce podcast, de scénarios qui avaient été élaborés avant que le Covid n'arrive et que nous entrions dans cette nouvelle ère. Donc la mobilité se réinvente tout le temps. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de planète B. Il faut y faire attention. Il faut trouver d'autres modes d'énergie. Alors, est-ce que ce sera les pots de banane, comme dans Retour vers le futur, pour remplacer le nucléaire Est-ce que ce sera l'eau de mer? Est-ce que nous n'allons nous déplacer que dans un petit périmètre? Mais est-ce que nous ne risquons pas de ne passer notre vie qu'à rêver au voyage des célèbres explorateurs? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de découvrir autre chose? Par exemple, vous parliez de Sylvain Tesson, qui n'est pas un auteur de science-fiction, bien sûr, mais qui explore la France autrement. Donc, découvrir en fait une autre mobilité. Et je pense que nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle mobilité. Et il y a autre chose à découvrir. Et chacun, maintenant, peut découvrir et développer sa propre mobilité dans le respect du développement durable, de penser à la planète, aux autres, et de le faire tous ensemble. Bah écoutez, c'est parfait, de beaux projets. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce podcast. Si vous avez, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez des questions pour nos intervenants, Emmanuel ou Isabelle, n'hésitez pas à soit laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast ou à me les envoyer. Voilà, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de notre prochain podcast avec un expert de science-fiction sur la RSE et notre experte Cantar sur le sujet, Patricia Flores. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et tout le meilleur. À bientôt. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Au cours de ce podcast, nous avons diffusé des extraits des bandes-sons de 2001 l'Odyssée de l'espace, Also sprach Zarathustra de Richard Strauss, Retour vers le futur d'Alan Silvestri, Superman de John Williams. Nous avons également diffusé des bruits de la téléportation de Star Trek et lu un extrait du livre d'Emmanuel Brault, Walter Kurtz était à pied, publié aux éditions Mnemos.